Le 18 novembre 2025, Rheinmetall annonçait prévoir un chiffre d'affaires de 50 milliards d'euros d'ici 2030. L'action a bondi de 190% cette année et de 900% au cours des 3 dernières années. L'Allemagne projette la plus grande remilitarisation depuis la Seconde Guerre mondiale, avec un budget de défense de 108 milliards d'euros pour 2026. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ont oublié. Il fut un temps où les armes allemandes ne faisaient pas seulement les gros titres, mais paralysaient des armées entières. Une époque où les soldats britanniques refusaient de pénétrer dans des ruines, sachant ce qui les y attendait. Une époque où une seule mitrailleuse faisait la différence entre la vie et la mort pour des centaines d'hommes. Cette époque, c'était 1944. Et l'arme, c'était la MG42. Avant de continuer, si vous appréciez ce travail d'histoire détaillé, abonnez-vous maintenant. Ça ne coûte rien et ça aide énormément. Nous avons besoin de 1000 abonnés. Nous en sommes actuellement à 500. Chaque abonnement compte. Continuons. La MG42 n'était pas simplement une mitrailleuse. C'était une révolution, une arme qui a changé tout ce que les Alliés pensèrent savoir de la guerre urbaine. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. La plupart des mitrailleuses de l'époque tiraient entre 400 et 600 coups par minute. La mitrailleuse légère Bren britannique atteignait 500, la Browning M1919 américaine montait à 600, la Maxim soviétique atteignait aussi 600, la MG42, elle, tirait 1200 coups par minute. Certaines versions atteignaient même 1500. Cela ressemble à une statistique. Laissez-moi vous montrer ce que ce chiffre signifiait concrètement. L'oreille humaine peut distinguer des tirs individuels jusqu'à environ 600 par minute. Au-delà, les tirs fusionnent en un seul bruit continu. La MG42 tirait si vite que ces tirs n'étaient plus perçus comme des détonations individuelles, mais produisaient plutôt un bruit unique, déchirant, que les Alliés n'allaient jamais oublier. Ils l'appelaient la scie d'Hitler, la fermeture éclair d'Hitler, le drap qui se déchire. Et voici le premier rapport, resté classifié jusqu'en 1985. En octobre 1944, le ministère de la guerre britannique a rédigé un rapport interne sur les effets psychologiques de la MG42 sur les troupes britanniques. Le rapport était intitulé « Mitrailleuses ennemies et leur impact sur le moral des troupes ». Ce qui figurait dans ce rapport était si troublant qu'il a été gardé secret pendant 40 ans. Le rapport documentait que dans certaines unités, jusqu'à 35% des soldats présentaient des signes de fatigue aiguë de combat. Après avoir été exposés au feu de la MG42, pas après des jours ou des semaines, mais après un seul engagement. Mais voici la partie qui inquiétait le plus les officiers britanniques. Dans plusieurs cas documentés, des soldats ont refusé d'exécuter des ordres qui les auraient placés dans la zone de feu de la MG42. Pas par lâcheté, pas par indiscipline, mais parce qu'ils savaient exactement ce que cette arme pouvait faire. Un rapport décrivait un incident dans une ville allemande à l'automne 1944. Un peloton d'infanterie britannique a reçu l'ordre de prendre d'assaut un bâtiment détruit, où une position de MG42 était suspectée. Le chef de peloton, un sergent avec 3 ans d'expérience au combat, a refusé. Sa justification, citée textuellement dans le rapport, « J'ai perdu trop de bons hommes à cause de cette putain de scie. Je ne vais pas en envoyer d'autres dans un bâtiment d'où sort ce bruit. » Le sergent n'a pas été puni. Pourquoi? Parce que son supérieur, un commandant, a soutenu sa décision. Le commandant avait lui-même vu ce que la MG42 pouvait faire dans la guerre urbaine. Mais qu'est-ce qui rendait exactement cette arme si mortelle? Et pourquoi était-elle particulièrement dévastatrice dans la guerre urbaine? Laissez-moi vous expliquer cela. La MG42 a été introduite en 1942 et était révolutionnaire à plusieurs égards. Tout d'abord,
Elle était incroyablement facile à fabriquer. La Wehrmacht avait tiré les leçons des problèmes avec la MG34, qui était trop complexe et coûteuse. La MG42 était principalement constituée de pièces en tôle estampée, ce qui réduisait de moitié le temps de production et diminuait considérablement les coûts. Mais la véritable innovation résidait dans le système de verrouillage. La MG42 utilisait un verrou rotatif qui permettait une cadence extrêmement rapide. Le canon pouvait être changé en quelques secondes, ce qui était crucial avec la cadence de tir élevée. Un tireur MG expérimenté pouvait changer le canon en moins de 3 secondes, sans changer de position. En terrain découvert, la MG42 était déjà redoutable, mais dans la guerre urbaine, elle devenait un cauchemar. Pourquoi? Parce que l'acoustique des ruines changeait tout. Dans un bâtiment détruit, chaque tir résonne plusieurs fois. Les échos se superposent, déforment la direction, rendant impossible de déterminer d'où vient le tir. Avec la MG42, cet effet était encore plus extrême. Les 1200 coups par minute créaient un chaos acoustique qui détruisait tout sens de l'orientation. Des soldats britanniques ont rapporté que, dans les ruines, ils ne savaient souvent pas s'ils s'approchèrent de la position MG ou s'ils s'en éloignaient. Le bruit semblait venir de partout en même temps. Et puis, il y avait les ricochets. Dans les villes, les balles rebondissent sur la pierre, le béton, le métal. Elles changent de direction, mais conservent suffisamment d'énergie pour tuer. À 1200 coups par minute. Cela signifiait des centaines de ricochets en quelques secondes. Des soldats, à l'abri derrière une couverture, étaient touchés par des balles venant d'angles totalement inattendus. Un officier britannique l'a décrit ainsi. C'était comme si toute la ville était contre nous. Les balles venaient de devant, de derrière, d'en haut. Il n'y avait plus de direction sûre. Mais voici l'aspect qui a rendu tout cela encore pire. Les tireurs MG allemands n'étaient pas des soldats normaux. C'était l'élite. Et ils avaient perfectionné une tactique qui désespérait les Alliés. Les forces armées allemandes l'appelaient « embûche de feu ». L'idée était simple, mais mortelle. De courtes, précises rafales de feu depuis des positions changeantes. Ne jamais tirer plus de 3 secondes depuis la même position, puis changer immédiatement de position avant que l'ennemi ne puisse réagir. Dans une ville avec des centaines de bâtiments détruits, cela signifiait qu'une seule équipe MG pouvait être pratiquement partout. Les Alliés pouvaient localiser une position, la prendre d'assaut, et ensuite constater que le tireur MG était déjà ailleurs et tirait déjà sur ceux qui prenaient d'assaut. Un rapport britannique de novembre 1944 a documenté un incident particulièrement troublant. Une compagnie d'infanterie britannique a reçu l'ordre de nettoyer un pâté de maison dans une ville allemande. La reconnaissance avait identifié une seule position, MG42. Les Britanniques supposaient qu'ils avaient affaire à une dizaine d'hommes. En réalité, il y en avait 2. 2 soldats allemands, avec une MG42. Pendant les 4 heures qui suivirent, ces 2 hommes retinrent toute une compagnie, soit plus de 120 soldats. Ils changeaient systématiquement de position, tiraient de courtes rafales et disparaissaient. Les Britanniques tentèrent des assauts, mais furent repoussés. Ils essayèrent de neutraliser la position avec des mortiers, mais les Allemands avaient déjà bougé. Quand la compagnie réussit enfin à sécuriser le pâté de maison, ils déploraient 14 morts et 23 blessés. 2 soldats allemands avaient causé 37 pertes. Et voici la partie qui ressort le plus dans le rapport. Lorsque les soldats britanniques trouvèrent la dernière position des Allemands, ces derniers avaient déjà disparu. Ils s'étaient repliés par les caves et s'étaient échappés. Les Britanniques ne trouvèrent que des douilles vides et un canon de rechange abandonné. L'officier commandant écrivit dans son rapport: « Nous avons combattu et perdu un après-midi entier. Ou contre 2 hommes. Mais pourquoi la MG42 était-elle si supérieure en combat urbain
La réponse réside dans la combinaison de la cadence de tir et de la mobilité. En terrain découvert, les Alliés pouvaient neutraliser les positions de MG avec de l'artillerie ou un appui aérien, mais dans une ville, l'artillerie était pratiquement inutile. Les bâtiments absorbaient les explosions et les Allemands changeaient de position de toute façon. L'appui aérien était encore plus difficile, car les pilotes ne pouvaient pas distinguer l'ami de l'ennemi. La seule possibilité de neutraliser une position de MG-42 dans une ville était une attaque d'infanterie directe. Et c'est précisément cela qui rendait la cadence de tir si meurtrière. Imaginez, vous êtes un soldat britannique, à l'automne 1944. Vous devez prendre d'assaut une maison détruite, dans laquelle se trouve une MG-42. Vous avez peut-être 30 mètres de terrain découvert devant vous. Avant d'atteindre le mur, à une vitesse de marche normale, il vous faut environ 20 secondes pour parcourir cette distance. En 20 secondes, une MG-42 tire jusqu'à 400 balles, 400 projectiles, qui sont dirigés vers vous et vos camarades. Même si vous courez, cela fait encore 10 secondes. Toujours 200 balles. Les mathématiques étaient brutales et implacables. Mais voici un détail que la plupart des gens ignorent. L'armée britannique développa des tactiques spécifiques pour contrer la MG-42. L'une d'elles s'appelait pepper potting. L'idée était que des soldats isolés avançaient à intervalles irréguliers, tandis que d'autres assuraient un tir de couverture. Ainsi, la MG-42 ne pouvait jamais viser un groupe plus important. Le problème, c'est que cette tactique prenait du temps, beaucoup de temps. Une attaque qui aurait duré 10 minutes. Dans des circonstances normales, pouvait durer 1 heure avec le pepper potting, et pendant ce temps, les Allemands pouvaient faire venir des renforts ou se replier dans une nouvelle position. Un officier britannique résuma la situation ainsi. La MG-42 nous a forcés à avancer lentement, et la lenteur tuait, en combat urbain, aussi sûrement que les balles. État actuel de la chaîne, 500 abonnés, 16 000 heures de visionnage. Si vous souhaitez regarder régulièrement, abonnez-vous maintenant. Chaque abonnement compte. Continuons l'histoire. Il y a un autre aspect qui rendait la MG-42 si dévastatrice en combat urbain et qui est encore peu connu à ce jour, l'impact psychologique. Les psychologues militaires ont constaté que la cadence de tir d'une arme a un impact direct sur la réaction de peur. Plus la cadence est rapide, plus le stress psychologique est important. À 600 coups par minute, le cerveau est encore capable de traiter la situation. À 1200 coups par minute, un phénomène se produit que les psychologues appellent surcharge acoustique. Le cerveau ne peut plus traiter les stimuli entrant de manière significative. La réaction normale de combat ou de fuite est dépassée. Ce qui reste est souvent de la pure panique. Le rapport britannique classifié de 1944 documente précisément cela. Dans plusieurs cas, des officiers ont observé que des soldats, après avoir subi des tirs de MG-42, ne réagissaient plus. Ils ne répondaient pas aux ordres, ne bougeaient pas, ne semblaient pas percevoir leur environnement. Les médecins appelaient cela une réaction de combat aiguë. Nous appellerions cela aujourd'hui une dissociation traumatique. Mais voici la partie qui est vraiment bouleversante. Ces réactions ne se produisaient pas seulement chez les soldats inexpérimentés. Elles se produisaient aussi chez des vétérans qui avaient survécu à des années de guerre. La MG-42 pouvait briser même les plus endurcis. Un sergent avec 4 ans d'expérience au front fut retrouvé inconscient dans une ruine après une attaque de MG-42. Il n'avait aucune blessure physique, mais il ne se souvenait pas des dernières heures. Lorsqu'il reprit conscience, des heures plus tard, son premier mot fut « la scie ». Le médecin qui l'examina nota « Le patient présente tous les signes d'un épuisement nerveux extrême, recommande une évacuation immédiate de la zone de combat ».
Ce sergent était l'un des centaines. Le rapport estimait que pendant les mois de combats urbains, de 1944-45, plusieurs milliers de soldats britanniques durent être soignés pour des traumatismes psychologiques liés à la MG42. Et voici ce qui est inquiétant. Ces chiffres n'ont jamais été publiés. Ils sont restés classifiés parce qu'ils étaient trop démoralisants. Mais qu'ont fait les Alliés pour faire face à cette menace? La réponse fut une combinaison d'innovation technologique et d'adaptation tactique. Premièrement, les Alliés tentèrent d'améliorer leurs propres mitrailleuses. Les Américains avaient déjà commencé, en 1943, à développer une arme capable de rivaliser avec la MG42. Le résultat fut la mitrailleuse T-24, qui fut plus tard connue sous le nom de M60. Mais voici l'ironie, la M60 était directement basée sur la conception de la MG42. Les Américains avaient démonté, analysé et copié des MG42 capturés, le verrou à rouleau, le système de changement rapide du canon, la construction de base. Tout venait de l'arme allemande. La M60 ne fut introduite qu'en 1957, 12 ans après la fin de la guerre. Jusque-là, les Alliés n'avaient pas de réponse à la MG42. Ils devaient se battre avec ce qu'ils avaient. Et c'est ainsi qu'ils développèrent des tactiques, la tristement célèbre tactique du Marching Fire. Des Américains était une réaction directe à la MG42. L'idée était de tirer en continu, tout en avançant, pour ne pas laisser le temps aux tireurs de MG allemands de viser. C'était gaspilleur, imprécis et coûteux en termes de munitions, mais c'était parfois la seule possibilité de prendre d'assaut une position de MG42. Les Britanniques préféraient une autre approche, le contournement. Chaque fois que possible, ils essayaient de contourner les positions de MG42, au lieu de les attaquer de front. Dans une ville, cela signifiait ramper dans les caves, défoncer les murs, traverser les toits, tout, pour ne pas se retrouver dans la ligne de mire de la scie. Mais cette tactique avait ses limites. Un officier britannique décrivait le problème ainsi. Nous pouvions contourner un bâtiment. Peut-être deux, mais si les forces armées allemandes disposaient de 3 MG42 se couvrant mutuellement, il n'y avait plus de contournement possible. Alors, quelqu'un devait mourir. Et voici peut-être la partie la plus bouleversante du rapport classifié. L'armée britannique a mené une enquête interne durant l'hiver 1944-45. Ils voulaient savoir combien de pertes étaient spécifiquement attribuables aux tirs de MG42. Les résultats n'ont jamais été publiés. Mais le rapport classifié contient des estimations. Dans les combats urbains de 1944-45, entre 30 et 40% de toutes les pertes de l'infanterie britannique étaient causées par des tirs de mitrailleuses. Et la plus grande partie de ces pertes, estimées entre 70 et 80%, provenaient de la MG42. Cela signifie qu'une seule arme était responsable d'environ un quart de toutes les pertes de l'infanterie britannique durant cette phase de la guerre. Une seule arme. Et voici la partie qui fait le lien avec aujourd'hui. La MG42 n'a pas été oubliée après la guerre. Elle a été copiée, modifiée, perfectionnée. La Bundeswehr l'a adoptée sous le nom de MG3. L'armée autrichienne l'utilise encore aujourd'hui, et sa conception a influencé pratiquement toutes les mitrailleuses modernes. La M60 américaine, utilisée pendant la guerre du Vietnam, est basée sur la MG42, la FN Mag belge, aujourd'hui standard dans plus de 80 armées. A été influencée par la MG42, la MG3 allemande, encore utilisée par la Bundeswehr, est essentiellement une MG42 modernisée. Et voici le lien avec Rheinmetall. Rheinmetall,
L'entreprise qui prévoit aujourd'hui 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2030 était le fabricant de la MG42. La même entreprise qui produisait alors l'arme d'infanterie la plus meurtrière de la Seconde Guerre mondiale est aujourd'hui l'un des plus grands groupes d'armement au monde. La production de la MG42 a commencé en 1942 dans les usines Rheinmetall. On estime qu'environ 400 000 unités ont été fabriquées jusqu'à la fin de la guerre. Après la guerre, Rheinmetall a produit la MG3 pour la Bundeswehr et plus tard pour des armées du monde entier. Ce n'est pas une critique de Rheinmetall, c'est un fait historique. La même expertise technique qui a créé la MG42 existe encore aujourd'hui, et elle est utilisée pour développer des systèmes d'armes modernes. Mais revenons aux ruines de 1944. Il y a un aspect de l'utilisation de la MG42 dans les combats urbains qui est particulièrement bouleversant. Et il concerne les soldats allemands eux-mêmes. Les tireurs de MG42 n'étaient pas des sadiques. C'étaient des soldats qui remplissaient une mission, mais la nature de leur tâche a laissé des traces. Un journal allemand capturé, conservé au Imperial War Museum britannique, donne un aperçu rare de la perspective d'un tireur de MG42. Le soldat, un caporal nommé Werner, avait 19 ans et venait de Hambourg. Il a écrit à propos d'une mission dans une ville détruite. « Aujourd'hui, j'étais à nouveau à la scie. Nous avons repoussé une attaque britannique. Je ne sais pas combien j'en ai touché. Je ne veux pas le savoir. Le sergent dit que nous avons fait du bon travail. Mais quand je ferme les yeux, j'entends encore le crépitement. Et je vois encore comment ils sont tombés. » Werner n'a pas survécu à la guerre. Il est tombé en mars 1945. Mais son journal a survécu. Et il montre que le prix psychologique a été payé des deux côtés. La MG42 était une arme qui a changé tous ceux qui l'ont approchée, tireurs et victimes, de la même manière. Et voici un détail que presque personne ne connaît. Les forces armées allemandes ont développé des programmes de formation spécifiques pour les tireurs de MG42. Ces programmes comprenaient non seulement une formation technique, mais aussi ce que nous appellerions aujourd'hui un conditionnement psychologique. Les tireurs étaient entraînés à ne pas voir leurs cibles comme des êtres humains, mais comme des silhouettes. Ils étaient entraînés à ignorer le bruit de l'arme et à se concentrer uniquement sur le viseur. Ils étaient entraînés à rester calmes et précis, même après des heures de tir. Cette formation était efficace, trop efficace. Comme il s'est avéré, après la guerre, de nombreux anciens tireurs de MG42 ont eu du mal à se réinsérer dans la vie civile. Le conditionnement psychologique qui avait fait d'eux des soldats efficaces ne pouvait pas être simplement désactivé. Un psychiatre allemand, qui travaillait avec des vétérans de guerre dans les années 1950, a documenté le phénomène. Il l'a appelé le syndrome MG. Les vétérans concernés rapportèrent des rêves récurrents dans lesquels ils entendaient le crépitement de la scie. Ils réagissaient à des bruits soudains, avec une tension extrême. Certains n'ont pas pu travailler près de machines pendant des années, parce que le crépitement régulier leur rappelait leur arme. Le syndrome MG n'a jamais été officiellement reconnu. Il n'apparaissait dans aucune statistique, mais il existait. Et il a touché des milliers de personnes. Et voici un aspect qui relie l'histoire au présent. En novembre 2025, CNBC a rapporté que l'OTAN avait révisé ses projections de défense. Un élément central, une formation renforcée aux combats urbains. L'expérience de l'Ukraine a montré que les guerres modernes se déroulent de plus en plus dans les villes. Et devinez quels cas historiques sont analysés dans les documents de formation de l'OTAN. Les combats urbains de la Seconde Guerre mondiale, les tactiques de la MG42, les méthodes allemandes pour défendre les ruines. 80 ans plus tard, les officiers de l'OTAN étudient encore ce que les forces armées allemandes ont fait dans les combats urbains. Pas pour admirer, mais pour apprendre. Parce que ces leçons sont encore pertinentes. L'historien militaire britannique Max Hastings a écrit
La MG42 était l'arme d'infanterie la plus meurtrière de la Seconde Guerre mondiale. Sa conception influence encore les mitrailleuses modernes aujourd'hui, mais plus important encore, les tactiques qui ont été développées autour d'elle sont, dans leur forme fondamentale, encore valables. Et voici la question qui se pose. Si Rheinmetall prévoit aujourd'hui 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, si l'Allemagne réalise son plus grand réarmement depuis la Seconde Guerre mondiale, si l'OTAN se prépare aux futurs combats urbains, et quelle part de ce qui fonctionnait en 1944 va redevenir pertinente? L'histoire ne se répète pas, mais elle rime, comme Mark Twain l'aurait dit. Mais voici la partie de l'histoire que la plupart ne connaissent pas. Il y avait un officier britannique, le commandant Thomas Edwards, qui avait une mission personnelle durant l'hiver 1944-45. Il voulait comprendre pourquoi la MG42 était si meurtrière, et il voulait trouver un moyen de la vaincre. Edwards n'était pas un officier ordinaire. Avant la guerre, il avait travaillé comme ingénieur dans une entreprise britannique de construction mécanique. Il comprenait la mécanique, il comprenait la balistique, et il comprenait qu'on ne pouvait vaincre un ennemi qu'en le comprenant. En janvier 1945, Edwards réussit quelque chose d'extraordinaire. Il captura non seulement une MG42, mais aussi son tireur, vivant, le soldat allemand. Un Obergefreiter nommé Karl. Avait 22 ans et avait servi pendant 2 ans comme tireur MG. Il était blessé et incapable de résister. Mais il était prêt à parler. Edwards ne menait pas d'interrogatoire au sens classique du terme. Il menait des conversations techniques. Il voulait apprendre de Karl. Ce qu'il apprit changea sa compréhension de la guerre, profondément. Karl lui expliqua les finesses de la tactique MG42, comment les tireurs choisissaient leur position, comment ils utilisaient la cadence de tir, comment ils utilisaient la psychologie de l'ennemi contre lui. Mais le point le plus important était quelque chose qu'Edwards n'avait jamais anticipé. Karl lui raconta « La scie n'est pas l'arme. Ce n'est que l'outil, la vraie arme est le tireur. Celui qui sait où il doit être avant que l'ennemi ne sache qu'il attaque. » C'était un principe qui résumait toute la doctrine allemande de la MG. La MG42 était mortelle. Non pas parce qu'elle tirait 1200 coups par minute, elle était mortelle parce que les Allemands savaient comment utiliser cette cadence de tir. Edwards rédigea un rapport détaillé sur ses conversations avec Karl. Le rapport fut envoyé au ministère de la guerre, mais ne fut jamais publié. Il resta classifié, car il contenait trop de vérités dérangeantes. Une de ces vérités était que l'armée britannique n'avait jamais développé d'équivalent à la doctrine allemande de la MG. Ils avaient de bonnes mitrailleuses, mais ils n'avaient jamais perfectionné les tactiques qui rendaient ces armes vraiment mortelles. Après la guerre, Edwards ne fut pas promu. Il retourna dans l'industrie et mourut en 1978, largement oublié. Mais ces rapports survécurent et ils font aujourd'hui partie des supports de formation de l'OTAN sur le combat urbain. Et voici un autre détail que presque personne ne connaît. La MG42 avait une faiblesse grave, que les Alliés auraient pu exploiter s'ils l'avaient reconnue assez tôt. La cadence de tir extrême de la MG42 entraînait une usure extrême du canon. En cas de tir continu, le canon surchauffait après environ 150 à 200 coups. Ensuite, il fallait le changer, sinon l'arme tombait en panne. Cela signifiait qu'un tireur MG42 ne pouvait jamais tirer en continu pendant plus d'une dizaine de secondes. Après quoi, il avait besoin d'au moins 3 secondes pour changer le canon. 3 secondes pendant lesquelles il était vulnérable. Certaines unités britanniques ont reconnu ce schéma et ont développé une tactique qu'elles appelaient « fire gap ». Elle provoquait le tireur MG à un tir continu, attendait le changement de canon
et chargeait ensuite dans cette brève fenêtre. Le problème était que cette tactique était risquée, extrêmement risquée. Le soldat qui provoquait le tir survivait rarement. Il était la victime, celle qui ouvrait la voie aux autres. Un sergent britannique décrivit la situation ainsi. Tout le monde savait que celui qui attirait le tir de diversion ne reviendrait pas, mais c'était souvent le seul moyen de prendre une position. Alors, nous demandions des volontaires, et il y avait toujours des volontaires. C'est peut-être l'aspect le plus bouleversant de cette histoire, que des hommes étaient prêts à se sacrifier pour permettre à d'autres de passer une position de mitrailleuse, que le courage de ces hommes était la seule réponse à une arme contre laquelle il n'y avait pas de solution technique. Ce ne sont pas seulement des statistiques tirées d'archives poussiéreuses, ce sont les moments qui ont décidé du sort de millions de personnes, de vraies décisions, de vraies conséquences. Ces histoires ne doivent jamais être oubliées. Si ces vérités historiques vous importent, alors soutenez-moi avec les Super Thanks de YouTube, le cœur doré en bas. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives, de numériser des documents rares et de faire la lumière sur de telles histoires oubliées. Laissez-moi vous raconter maintenant un incident spécifique qui résume tout. C'était le 8 mars 1945. La 52e division Lowland britannique se frayait un chemin à travers les rues dévastées d'une ville allemande sur le Rhin. Un seul bâtiment, une ancienne usine, bloquait toute l'avancée. À l'étage se trouvait une équipe MG42. 2 hommes, une arme et un champ de tir parfait sur un carrefour que les Britanniques devaient traverser. Les Britanniques essayèrent tout. Tirs de mortier, appui de chars, tentative de contournement. Rien ne fonctionnait. Les Allemands changèrent de position après chaque attaque, mais ils n'abandonnaient pas l'usine. Après 6 heures, le commandant prit une décision qui le hanterait pour le reste de sa vie. Il ordonna une attaque frontale. 2 sections, environ 60 hommes, chargeraient simultanément, pendant qu'une 3e section fournirait un tir de couverture. L'espoir était que la MG42 ne puisse pas tous les atteindre en même temps. L'attaque commença à 14h23. Ce qui s'est passé dans les 90 secondes suivantes a été documenté dans un rapport resté classifié jusqu'en 1990. La première section atteignit le milieu du carrefour lorsque la MG42 ouvrit le feu. Le bruit était indescriptible, se souvint un survivant. C'était comme si l'air lui-même se déchirait, le drap qui se déchire. En moins de 10 secondes, 14 hommes de la première section étaient tombés. Les survivants se jetèrent à terre ou coururent se mettre à l'abri. La 2e section, attaquant de l'autre côté, atteignit le mur de l'usine, mais les Allemands avaient préparé une 2e position. Une 2e MG42 ouvrit le feu depuis une fenêtre de cave. Dans les 30 secondes suivantes, 11 autres hommes tombèrent. La 3e section, censée fournir un tir de couverture, ne pouvait rien faire. Ils virent leurs camarades tomber et ne pouvaient rien faire. À 14h24, l'attaque était terminée. 25 hommes étaient de bord ou grièvement blessés. L'usine était toujours aux mains des Allemands. Un commandant nommé Williams fut pris d'une crise de nerfs. Il dut être évacué de la zone de combat et ne se remit jamais complètement. Des années plus tard, dans les années 1960, Williams donna une interview pour un documentaire historique. Il ne fut jamais diffusé, mais la transcription survécut. Williams dit « J'entends encore la scie chaque nuit. Je vois leur visage. Les hommes que j'ai envoyés à la mort, je savais ce qui allait arriver. Je le savais, et je l'ai quand même ordonné. C'est peut-être la plus grande tragédie de cette histoire. Pas les morts eux-mêmes, mais les survivants qui n'ont jamais cessé de les compter, jamais. Après la guerre, les expériences avec la MG42 ont été analysées en profondeur. Les Alliés voulaient comprendre ce qui avait mal tourné, et ils voulaient s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais.
Les résultats de ces analyses ont alimenté le développement de nouvelles mitrailleuses, l'américaine M60, la belge FN MAG, l'allemande MG3. Toutes ces armes portaient l'ADN de la MG42 en L, mais plus important encore, ces expériences ont influencé le développement de nouvelles tactiques, la doctrine de l'OTAN pour le combat urbain, qui est encore valable aujourd'hui, et porte des traces évidentes des leçons de 1944-45, l'accent mis sur le contournement plutôt que sur les attaques frontales, l'utilisation de la diversion et des tirs de couverture, la division en petites équipes mobiles. Tout cela a été appris des erreurs commises contre la MG42. Et c'est ici que la boucle se boucle avec le présent. Le 26 novembre 2025, l'ambassadeur des États-Unis, Matthew Whitaker, a déclaré qu'il se réjouissait du jour où l'Allemagne prendrait le commandement du Chasseur, le commandant suprême des forces alliées en Europe de l'OTAN. L'Allemagne, le pays de la MG42, pourrait un jour diriger le commandement militaire de toute l'Europe. Est-ce de l'ironie, du progrès, l'histoire qui se répète? Peut-être que ce n'est rien de tout cela. Peut-être que c'est simplement la réalité, que l'excellence militaire n'a pas de nationalité, que les leçons du passé doivent être apprises par ceux qui veulent façonner l'avenir. La MG42 était une arme diablement efficace. Mais ce n'est pas elle qui a vraiment vaincu les Alliés. Ce qui les a vaincus, c'est leur propre manque de préparation, leur sous-estimation de l'ennemi, leur refus d'apprendre de leurs erreurs. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, l'OTAN étudie les mêmes cas, elle analyse les mêmes erreurs, elle s'entraîne à mieux gérer les mêmes situations. C'est peut-être là le véritable héritage de la MG42, pas l'arme elle-même, mais les leçons qu'elle a enseignées, des leçons sur la préparation, sur le respect de l'ennemi, sur le prix de l'arrogance. Et voici la question que je souhaite vous poser. Rheinmetall prévoit un chiffre d'affaires de 50 milliards d'euros d'ici 2030. L'Allemagne prévoit le plus grand réarmement depuis la Seconde Guerre mondiale. L'OTAN se prépare au futur conflit. Avons-nous vraiment tiré les leçons de l'histoire? Ou ne faisons-nous que répéter les erreurs du passé dans des versions modernes? La MG42 tirait 1200 coups par minute. Les canons Gatling modernes tirent 6000. Les chiffres ont changé. Est-ce que quelque chose d'autre a changé? Écrivez votre opinion dans les commentaires. Que pensez-vous du lien entre l'histoire et le présent? Que pouvons-nous apprendre des expériences de 1944 pour aujourd'hui? Et si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons besoin de 1000 abonnés pour continuer à produire des documentations aussi détaillées. Nous en sommes actuellement à 500. Chaque abonnement aide. L'histoire de la MG42 n'est pas seulement l'histoire d'une arme, c'est une histoire d'hommes, de courage et de peur, de technique et de tactique. De ce que la guerre fait à ceux qui la mènent, c'est une histoire qui ne doit jamais être oubliée, pas pour glorifier, mais pour se souvenir, pour comprendre, pour s'assurer que les sacrifices n'ont pas été vains. Les soldats britanniques refusaient d'entrer dans les ruines où la scie d'Hitler attendait. Ils avaient de bonnes raisons. Des raisons qui figurent dans des rapports classifiés, gardés secrets pendant 40 ANS. Maintenant, vous connaissez ces raisons. Maintenant, vous comprenez ce que 1200 coups par minute signifiait vraiment. Maintenant, vous savez pourquoi l'OTAN étudie encore aujourd'hui les tactiques allemandes. La question est, qu'allez-vous faire de ces connaissances ?